Bonjour à toi qui passe par là. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, c'est le premier topo lecture de ma chaîne. Et je suis joie puisque c'est l'objectif de la chaîne, c'est de parler des lectures en cours. Donc voilà, nous y sommes. Avant de commencer, je voudrais aussi te dire que pour que la chaîne ait le plus de visibilité possible, n'hésite pas à liker si tu apprécies le travail et la vidéo, à t'abonner et puis à activer la cloche aussi si tu veux avoir les informations des dernières sorties, des prochaines sorties de mes vidéos. Ceci étant dit, je peux commencer le topo lecture. Le premier livre que je n'ai pas en ma possession, c'est Les pauvres gens de Fédor Dostoïevski. C'est le premier écrit de Dostoïevski. Il l'a écrit en 1846. C'est un court roman et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des échanges épistolaires entre deux personnages. On a Varvara et Makar. Ce sont deux voisins et dans cet écrit, on se rend compte de leur intimité, on apprend évidemment qui ils sont, quelles sont leurs relations, et alors, principalement, ce qui est au cœur de ce récit, c'est la question de l'argent, comme le titre nous le dit si bien, puisqu'il s'agit des pauvres gens. Donc, c'est vraiment tout ce rapport qu'ils ont à l'argent, le regard que d'autres peuvent porter sur leur situation, qui est mis en évidence dans ce récit, qui est du coup très réaliste et qui nous montre aussi le contexte de l'époque aussi, et le regard qu'on peut porter à ce moment-là sur la pauvreté. J'ai été très intéressée par ce côté, cette dimension, et j'étais contente de connaître de lire ce classique. Par contre, ce qui m'a un peu dérangée, c'est d'une part le caractère de Makar, qui est le personnage masculin, parce que, a priori, il est censé être généreux et dans l'abnégation. Or, certains de ses choix me semblaient soit complètement décalés, voire assez imbéciles. Et puis aussi, j'avais un sentiment que quelque chose était caché. Du coup, je n'ai pas vraiment eu foi en ce personnage et ça m'a gâché cette lecture, parce que je pense que la force du roman, quand on l'apprécie, c'est d'être avec ces personnages et de se dire que même s'ils sont dans le dénuement le plus total, eh bien, ils vont aussi donner et être là pour les autres. Et ça, pour moi, c'était pas assez crédible. Donc je suis passée à côté de cette dimension-là. Et la deuxième chose, c'est que les échanges étaient parfois pour moi peu clairs. J'avais l'impression qu'il y avait des non-dits et des réponses qui ne cadraient pas avec les échanges précédents. Du coup, parfois je me disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et j'avais l'impression que ça nous perdait un petit peu. Donc voilà, c'est une belle découverte, je suis contente d'avoir fait cette lecture, mais ça reste une lecture moyenne pour ma part. La deuxième lecture que j'ai faite, c'est le 4e tome des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau aux éditions J'ai lu. J'en avais un petit peu parlé lors de mes meilleures lectures, puisque c'était à ce moment-là ma lecture en cours, et donc je l'ai terminée. J'ai trouvé que c'était un excellent tome. Vraiment, ça continue de me plaire. Cette saga est excellente. On est donc dans un univers de fantaisie. On y suit tout un équipage mené par le capitaine Rana. Ils sont sur des gabarres, sur un fleuve, longé par une forêt luxuriante qui cache plein de dangers. Cet équipage est en pleine guerre civile entre le camp des solaires et le camp des lunaires, et leur objectif, leur quête, c'est de trouver quelqu'un qui peut les aider, donc ils sont à la recherche de l'oracle. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce qu'au 4e tome, il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent. Les grandes forces de ce livre et de cette saga, de manière générale, ce sont les personnages qui sont vraiment bien dépeints, bien décrits. Ils sont gris, ils ne sont pas caricaturaux. Comme le récit est ponctué de dits, donc c'est sous forme de contes, donc c'est très rythmé, et ces contes vont dans le passé des personnages, ce qui fait que on a et le présent, les actions et les réactions des personnages, mais on a également tout l'historique et leur passif, leur passé, les relations précédentes et pourquoi et comment ils en sont arrivés là. Du coup, ça donne une très grande profondeur aux personnages. Ce qu'il y a également pour moi de frappant, c'est la langue. C'est particulièrement bien écrit. J'avais envie de vous lire un petit passage.
on y parle de papillons qui sont remplacés par d'autres choses. À leur place, d'autres insectes s'en viennent égayer la clairière de leur charme. Des libellules au corps fluorescent qui bagnodent dans le ruisseau, produisant un vrombissement délectable, et parfois surgissent en nombre de quelques vieilles souches au bord de l'eau qui ne peut être que la sortie de quelques petits rues, sous les fourrés, un raccourci, par l'au-delà. Pour moi, ça parle vraiment de soi-même. C'est vraiment super bien dit, super poétique. Il y a beaucoup de descriptions, mais toute la langue est châtiée sans jamais être alambiquée, et surtout, elle est très ciselée sans jamais être lourde. Pour moi, c'est vraiment un exercice de style. Donc voilà, je pense que tout est réuni dans cette saga, parce que, évidemment, un univers riche, des personnages, une belle langue, une quête, des belles valeurs, bon bah, il n'en faut pas plus pour que ça séduise. Et donc j'ai vraiment hâte que le 5e tome sorte. Alors, j'ai ensuite lu cette bande dessinée, Échec, par Victor L. Pinel. Alors, je vais essayer de te montrer quelques planches pour que tu puisses voir les couleurs. On est vraiment dans des teintes plutôt pastel. Les traits des personnages sont assez anguleux. Je trouve assez bien fait. Pour moi, le graphisme est vraiment bien réussi. Alors, les premiers chapitres mettent en place les différents personnages. Il y en a vraiment toute une série, donc il faut un peu s'accrocher. C'est normal de ne pas tout comprendre au début, c'est la mise en place de ces personnages. On est dans un home avec une directrice. On est avec un kiné, avec une pensionnaire, avec un bénévole, avec des couples. Voilà, il y a un petit peu de tout. Tous ces personnages donc sont présentés au départ, et puis évidemment, ils vont se croiser comme le nom nous l'indique, encore une fois, mais comme si c'était des pions sur un jeu d'échecs. Voilà. Donc, à toi de voir maintenant comment est-ce que tout ça va être agencé. Il y a de jolies réflexions sur comment faire son deuil, qui on est, comment oser avouer son amour, qui suis-je. Donc voilà, c'est très intéressant, évidemment. Mais pour moi, le plus fort, c'est le récit, le scénario, qui est diablement bien ficelé. Et ça, je ne peux pas en dire trop parce qu'évidemment, il faut entrer dans l'histoire, découvrir, et puis voilà, je t'invite vraiment à mettre la main sur cette BD que j'ai trouvée excellente et qui fait du bien aussi, avec beaucoup d'optimisme. Elle était drôle et attendrissante. Donc voilà, beaucoup de choses à l'intérieur. Ensuite, je te présente La laveuse de mort de Sarah Omar, qui est originaire du Kurdistan, mais qui a la nationalité danoise, enfin en tout cas qui vit au Danemark depuis quelques années. Ici, alors c'est un roman qui était très fort. Dès le début, on commence avec une scène forte, très violente entre un père et sa fille, et puis on est dans deux temporalités. On est d'une part dans un hôpital en 2016 au Danemark avec le réveil de Fremsk, et puis dans un deuxième temps, on est en 1986 au Kurdistan avec la naissance, ou en tout cas l'accouchement de la maman de Fremsk. Ça, c'est vraiment voilà, le point de départ, et on est dans la vie, l'histoire, l'intimité de Fremsk, de sa famille, principalement axée sur les femmes, donc sa maman, sa grand-mère, le voisinage. Et tout le livre a comme focus les conditions des femmes, l'injustice dont elles peuvent être victimes, et comment est-ce qu'elles peuvent survivre à tout ça dans ce contexte sous le joug des hommes au Kurdistan en 86. Et donc on a vraiment toutes ces dimensions très compliquées, très dures à vivre pour elles, assez révoltantes, même très révoltantes, et en même temps l'amour que certaines personnes peuvent donner pour que la situation soit la plus vivable possible. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, surtout jusqu'aux 2/3, et puis je suis restée sur une note un petit peu d'inachevé. J'avais l'impression qu'on pouvait aller plus loin dans le propos,
qu'on pouvait en apprendre davantage sur Fremsk, parce que c'était vraiment très immersif et on avait envie, on vibrait avec elle, on avait envie de savoir ce qui se passait pour elle et pour ses proches. Et voilà, l'histoire se clôture. J'avais ce petit goût un petit peu de pas assez. Donc j'avais fait quelques recherches parce que j'étais assez étonnée et un petit peu déçue. Et il y aura une suite. Donc voilà, ceci explique cela. Donc j'espère aussi que cette suite viendra confirmer ma première bonne impression et puis surtout donner un petit peu plus d'ampleur au récit, en tout cas en terminant correctement et voilà, en terminant le roman. Voilà, c'était très poignant et j'ai beaucoup apprécié la lecture. Là, je te présente Frieren, c'est le tome 10. Le scénario, c'est Kanehito Yamada et le dessin Tsukasa Abe. Ici, on est dans un univers de fantasy, je ne sais pas si tu verras parce que c'est assez petit, évidemment. Donc, nous sommes dans un univers de fantasy, on y suit Frieren, qui est le personnage principal. C'est une elfe, mage, qui a des centaines d'années. Elle a effectué une quête avec plusieurs compagnons dans le but de tuer des démons. Et puis, une fois que la quête a été réalisée, la compagnie s'est dispersée, chacun a vaqué à ses occupations. Et puis, des années plus tard, Frieren a recroisé la route d'un de ses anciens compagnons. Et là, il lui demande de pouvoir reprendre l'apprentissage d'une autre personne qui s'appelle Fern. C'est donc à ce moment-là le début pour Frieren de commencer l'apprentissage de Fern et de pouvoir revivre ses anciens souvenirs. Donc il y a vraiment la nostalgie de ce qu'elle a vécu avec les autres compagnons et il y a également toute l'évolution que peut avoir ce personnage qui n'est pas humain, qui n'a pas des réactions humaines, mais grâce à ses anciens compagnons et à ses nouveaux compagnons, eh bien, elle peut vraiment se remettre en question, comprendre davantage ce qu'est l'amitié, ce qu'est l'amour, quelles sont les choses importantes de la vie, le sens que la vie peut prendre. C'est un manga qui est très drôle, qui fait du bien et qui est plus profond que ce que ça n'en a l'air. Voilà, très bonne lecture. J'ai ensuite enchaîné avec La Traque de Sacha Filipenko, qui est également russe. Et là, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à F3 Lecture, parce que dans le cadre de son tour du monde, eh bien, il fallait lire des auteurs russes notamment. Et donc avec Les Pauvres gens et avec La Traque, ben, voilà, je mets un petit pied en tout cas dans cette partie du monde. Alors, La Traque. Ici, donc ça a été écrit en 2020. C'est un roman qui est hyper original dans sa construction, dans sa forme, parce que l'auteur a décidé de faire une analogie et de s'inspirer de la sonate et de la structure de la sonate dans son récit. Donc il décompose le roman avec une introduction, avec des thèmes, une exposition, un développement. C'est expliqué et c'est astucieux, il y a du sens, c'est pas juste pour l'effet de style, donc je trouve ça déjà très intelligent et très original. Pour ce qui est de l'histoire, il y a encore une fois plusieurs histoires. On suit un violoncelliste et son frère, dont la famille a été ruinée. On y suit Anton, qui est un journaliste et qui essaye de parler et de mettre en évidence les différentes injustices. On y suit également une famille dont le père est un politicien véreux. Et enfin, on est également au sein d'un tribunal qui accuse quelqu'un d'avoir posté un message vide. Donc, vous vous en doutez, ici on est dans une satire du système soviétique et des dictatures, et de la censure évidemment. On est dans une histoire dont l'humour est décapant, c'est très grinçant. J'avais aussi repéré un passage, notamment qui se passe dans le tribunal. Donc le juge propose une pause parce qu'il faut évidemment avoir une pause publicitaire. Et donc il dit aux personnes présentes dans la salle
Bien, on m'indique que nous devons marquer une pause publicitaire, mais qu'ensuite, étant donné les circonstances qui viennent d'être découvertes, nous conserverons l'antenne pendant encore 1 heure au minimum. Je rappelle à nos téléspectateurs que le vote commence à l'instant pour permettre à chacun de choisir quelle mesure de sécurité sera prise à l'encontre de l'auteur du message vide. Je leur rappelle aussi que tous les verdicts de culpabilité sont absolument gratuits. Si en revanche vous désirez prononcer un verdict d'acquittement, prenez connaissance du montant de ce verdict sur la page des tarifs fournie par votre opérateur. Ne zappez pas. Voilà, encore une fois, ça donne le ton, et tout le roman, évidemment, sur ce ton-là. Ça m'a vraiment bien plu, j'ai adoré le roman, pour l'astuce de la forme, pour le cynisme, pour la dureté de son fond et pour les propos qui voulaient être mis en évidence. Donc je te le recommande énormément. Ce que je te présente ensuite, c'est Circé de Madeleine Miller. Ici, le roman a été traduit par Christine Aucher. Alors, de quoi est-ce que ça parle ? Décidément, les titres du jour eh bien, te donnent beaucoup d'indices, parce qu'effectivement, on y suit le personnage de Circé. Donc, il s'agit de l'histoire de Circé, mais en revisite. C'est une très belle lecture, on est dans le point de vue de Circé, donc on suit ce personnage qui est très intéressant. Elle est vraiment en quête d'elle-même, elle est différente des autres, elle a envie d'être honnête et d'assumer qui elle est. On a un rythme qui est vraiment bien mené tout au long du roman, parce que beaucoup d'éléments sont amenés, mais on ne s'ennuie jamais, alors qu'on passe d'une histoire à l'autre, d'un héros à l'autre. Et ça, c'est aussi pour moi une grande prouesse de Madeleine Miller. Ce sont les différents mythes qu'elle arrive à insérer dans son roman, parce que on côtoie beaucoup de dieux, de titans, de mythes, et chaque fois, ils sont bien intégrés dans l'histoire. Ça ne fait jamais, je trouve, voilà, un ajout placé pour ajouter et pour en remettre une couche. Pour moi, il y a vraiment le liant de Circé et toutes les petites composantes, comme un petit puzzle qui viennent se mettre en place autour de Circé. Ce qui est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses, mais sans que ce soit pénible ou trop lourd. Ça donne envie d'aller creuser tous ces mythes, tous ces personnages rencontrés. Ça va évidemment de Scylla à Dédale, aux différents dieux de l'Olympe. Donc ça foisonne de personnages. L'écriture est assez simple, mais comme je le disais, efficace, parce que le rythme est là et il n'y a jamais d'ennui. Qu'est-ce que je peux encore dire dessus ? Eh bien, ça a été conseillé par beaucoup de personnes, je comprends pourquoi il plaît. Moi, en tout cas, ça a été une bonne lecture. Voilà, pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture et je suis contente de l'avoir faite. Je termine ce topo lecture avec 2 mangas, mais ce sont les tomes 15 et 16 d'Arte. Et là, ça a été écrit et dessiné par Kei Okubo. Je vais prendre seulement en main le tome 15. Alors, encore une fois, comme le nom l'indique, il s'agit de l'histoire d'Arte. Arte, c'est une jeune fille qui vit à Florence au temps de la Renaissance, au XVIe siècle. Elle est de base noble et elle a décidé de devenir peintre, artiste. Et donc, elle doit s'exclure, elle part de sa famille parce que ce n'est pas accepté chez les nobles et elle essaye de prendre son indépendance pour vivre sa passion. Mais évidemment, vu le contexte, c'est une profession qui n'est pas accessible aux femmes, donc elle doit lutter, elle doit se battre. Et heureusement, Arte est une héroïne qui est pleine de charme, qui est très indépendante, qui est très honnête, qui est désarmante, qui a plein de belles valeurs, qui touche par sa générosité, sa force de caractère. C'est l'énorme point fort de ce manga. Il y a également de très très beaux graphismes. Moi je trouve que ce graphisme est très pur au niveau des dessins des personnages, mais également de tout ce qui est, si on peut voir aussi ici au niveau du décor, pour tout ce qui est bâtiment, environnement. Voilà, c'est très réussi, je trouve. Donc c'est un très bon combo entre le graphisme et l'histoire, avec une héroïne qui resplendit et qui ressort très fort. Voilà, j'ai terminé ça il y a très peu de temps.
Je suis vraiment très contente d'avoir commencé l'année avec toutes ces très belles lectures. J'espère que certaines lectures t'ont donné envie. Dis-moi en commentaire si c'est le cas, ou alors si toi tu en as fait de très belles ce mois-ci, en tout cas en début de mois, et si tu peux m'en recommander, que tu en lises ou pas. Je te dis à très bientôt, que le plaisir de lire soit avec toi.